Nous sommes en train de parler de la Libye avec la démission surprise de l'envoyé spécial de l'ONU, Gassam Salamé, qui a donc jeté l'éponge officiellement pour des raisons de santé. C'est ce qu'il a annoncé sur son compte Twitter. En même temps, Basile, avant sa démission, c'était vendredi à Genève, Gassam Salamé, dans un discours, disait « Nous poursuivons notre ligne de conduite malgré les tergiversations de ces cyniques ». Il a parlé de cyniques. On sait qui il évoquait. Oui, les cyniques, c'est les grandes puissances qui font encore de l'hypocrisie, qui font comme si on cherche à résoudre un problème, mais savent qu'ils veulent profiter. C'est-à-dire que c'est des pêcheurs en eau trouble, quoi. Quand ça va mal, tout le monde fait ce qu'il veut, et puis aussi longtemps que ça continuera d'être pourri là-bas, on fait ce qu'on veut. Je crois que c'est une façon pour Gassamé de mettre à découvert le vrai problème en Libye. C'est-à-dire que quand il continuera à dire que je suis représentant de la Libye et puis je gère un problème, sachant pertinemment qu'il ne peut plus gérer ce problème parce que ceux qui l'ont recommandé à faire ce travail ne lui permettent pas de bien régler le problème. Donc je crois que sa façon de faire met plutôt à nu les mains qui sont là en train de faire du bordel dans le pays. Et donc il appartiendra donc à la communauté internationale, toute la communauté internationale, de rechercher les voies et moyens pour vraiment régler la question libyenne. Ou alors, comme on le disait tout à l'heure, on continuera jusqu'à ce qu'on épuise les richesses de la Libye et on laissera donc un pays exsangue, un pays qui ne vaut plus rien avant de partir. Ou alors, on reconnaît qu'il faut reconstituer la Libye, remettre la Libye aux Libyens et donc se mettre ensemble pour qu'on puisse avoir un vrai gouvernement en Libye qui puisse gérer la Libye. Malheureusement, les populations aujourd'hui, je crois, ne se reconnaissent pas dans l'obligation de tirer leur pays des mains gantées, des mains ensanglantées qui continuent donc de foutre de bordel dans le pays. Donc, il faudrait que les Libyens, dans un premier temps, prennent conscience de l'importance pour eux de se retrouver en Libyen. Et tant qu'ils ne seront pas Libyens, eh bien, le pays là continuera donc d'être entre les mains donc de ces pilleurs, de ces voyous. Enfin, le mot un peu trop. Mais donc, il faudrait que les Libyens vraiment se retrouvent en Libyen et réfléchissent sur leur pays pour l'après-Kadhafi et sachent comment faire pour que la Libye redevienne Libye. C'est vrai que dans ces mots qu'il a prononcés au niveau de Genève, Gassam Salamé a souhaité que le dialogue interlibyen se poursuive, mais il n'y a pas de dialogue interlibyen. Le maréchal Haftar et le premier ministre Fayez Al-Sarraj ne se parlent jamais. Oui, la dernière rencontre remonte à Berlin, je crois. Oui, c'était en Allemagne, mais ils ne se sont même pas vus. Ils ne se sont pas vus, ils n'ont pas fait de déclaration après la réunion. Ça veut dire que le torchon continue toujours pas à brûler entre les deux. Et ce torchon continue à brûler parce que derrière, il y a des puissances qui attisent le feu entre les deux. Vous savez, aujourd'hui, les puissances occidentales n'ont pas d'intérêt à voir la Libye se stabiliser. Parce que... on a l'impression que les Libyens eux-mêmes ne cherchent pas à stabiliser leur pays. Les Libyens n'ont plus de moyens. Ils ont été dépossédés de toute la force militaire, logistique, financière également, après le départ de Kadhafi. Et donc, les Libyens aujourd'hui n'ont plus rien. Ils se sont laissés, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et ils ont placé leur confiance aux Nations Unies et à l'ONU précisément pour aider à stabiliser, à apaiser le pays. Mais malheureusement, c'est des questions d'intérêt qui ont refait surface. Les deux camps qui s'affrontent. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un gouvernement légitime qui est reconnu par la communauté internationale. Et au même moment, il y a des rebelles qui cherchent à faire un coup d'État à ce gouvernement légitime. Et ces rebelles sont reçus comme des présidents dans des palais présidentiels européens. Comment vous pouvez comprendre cela? Ça veut dire que quelque part, il y en a qui ont des intérêts à voir la Libye rester dans son état actuel parce que derrière, ils tirent des intérêts que de voir le pays se stabiliser. C'est la conséquence aussi directe, Basile en parlait tout à l'heure, le départ de Kadhafi aurait été pour certains un soulagement. On a vu un peu les manifestations de joie qui ont éclaté après la mort, l'assassinat de Kadhafi, mais quelques mois plus tard, on a vu les conséquences directes. Aujourd'hui, quand vous arrivez
à Tripoli, dans la capitale, vous n'avez pas l'impression d'être dans la capitale libyenne. Et le départ de Kadhafi a favorisé aujourd'hui l'immigration, l'esclavage humain, les frontières européennes sont menacées, le pays se retrouve dans une situation, dans un état de déstabilisation assez avancé. C'est les armes qui parlent. Les armes proviennent d'où, on ne sait pas. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir jusqu'à quand cette guerre va continuer en Libye. La Libye, Marc en parlait tout à l'heure, a été un des pays les plus riches. Moi, je pense que la Libye était plus riche que certains pays européens. La Grèce, par exemple, la Hongrie, ces petits pays. Voilà, et donc lorsque un pays se développe avec autant de vitesse, ça suscite de la jalousie de l'autre côté. Et donc, on commence par se poser des questions. Kadhafi avait été un très grand ami à Sarkozy, on l'a vu. Il a été l'un des seuls présidents français à être reçu dans la tente de Kadhafi. On a vu les relations entre les deux. Mais très vite, ces relations se sont effritées et Kadhafi a été assassiné. Malheureusement, pour les Libyens aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus la force financière qu'ils avaient pour pouvoir aujourd'hui repartir sur de nouvelles bases et reconstruire le pays. Oui, Marc, quelles peuvent être les conséquences de cette démission de Gassam Salamé? On va nommer une autre personne, mais est-ce que c'est forcément quelqu'un qui est imprégné de la réalité libyenne qui peut apporter une solution à la crise? Gassam Salamé est un diplomate qui, avant sa nomination, n'avait pas véritablement d'expérience sur le continent africain lui-même. Il était un diplomate basé à Genève, avec son expérience de diplomate international. Et donc, je pense que très rapidement, l'ONU va trouver quelqu'un d'autre qui soit tout aussi qualifié sur le papier que Gassam Salamé, qui n'est pas forcément imprégné des réalités libyennes, mais qui va apprendre à s'adapter. L'autre réalité aujourd'hui qu'on oublie de dire, c'est que la Libye n'a jamais constitué de problème pour l'Europe. Quand le colonel Kadhafi était là, la Libye était même une destination prisée. Que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour tout l'exotisme même libyen qu'on pouvait y raconter. Et la Libye était non seulement présente sur le continent en matière d'investissement, mais également présente hors du continent, notamment sur le vieux continent. Et je pense que c'est toute cette force-là qu'on a décimée. Il ne faudrait pas oublier aussi que la Libye, même dans son fonctionnement, c'est plusieurs tribus qui se retrouvent et qui, à un moment donné, se sont retrouvées sous le leadership de Kadhafi et qui comprenaient le leadership de Kadhafi. Aujourd'hui, est-ce que ces différentes tribus vont accepter un seul leadership demain? Je pense que c'est là le véritable défi, parce qu'il y a deux problèmes. Est-ce que les Occidentaux vont prendre conscience de tout le mal qu'ils ont fait à la Libye et vider le terrain, donc laisser la Libye? Je pense que non, comme le disait tout à l'heure Basile, ils vont finir la Libye, et si jamais ils quittent, ce serait parce que la Libye est devenue exemple. Mais est-ce que les Libyens eux-mêmes peuvent prendre en compte le fait que nul ne peut venir développer la Libye, ou en tout cas reconstruire la Libye aujourd'hui, si ce n'est eux-mêmes, et s'entendre sur le minimum? Et je pense que c'est ça que l'émissaire de l'ONU aurait pu faciliter. Et sur ça, Gassam Salamé n'a pas réussi non plus. Ces deux, le maréchal Haftar et le Premier ministre, ne se sont jamais parlé. Je ne suis pas persuadé qu'avec un nouvel ambassadeur, il pourrait y avoir ce dialogue entre Libyens là dont on a besoin, ne serait-ce que pour accepter de rebâtir un pays pour sécuriser les frontières. Parce que le problème de la Libye est devenu un problème pour tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont des frontières, et même pour ceux qui n'ont pas de frontières directes avec la Libye. Tous les pays du bas de la Libye subissent aujourd'hui les affres du djihadisme et tout, parce qu'entre-temps, la Libye a explosé. Et donc, je pense que c'est un problème continental. Et au-delà de l'émissaire de l'ONU, l'Union africaine peut jouer un rôle important dans ces pourparlers Afrique-Afrique, ou ne serait-ce que l'Union arabe, le groupe des Arabes. Ils peuvent s'entendre, parce que je pense qu'il y aurait plus de proximité, moins d'intérêt, et donc beaucoup plus d'envie de faire coexister ces différentes factions qui sont aujourd'hui présentes en Libye. Oui. Marc vient de toucher du doigt le problème central, mais il n'est pas allé au fond. C'est-à-dire que
la Libye aujourd'hui a besoin d'un homme providentiel. C'est-à-dire que lorsque on parle de la Libye n'existe plus. Il n'y a que des Libyes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont là, qui divisent la Libye, qui ne veulent pas s'entendre sur le bien de leur pays. Mais c'est cet homme providentiel, c'est ce que veut être le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar n'a pas réussi à pouvoir rassembler autour de lui les autres forces qui, elles aussi, sont en train de chercher leur profil à eux. Donc, il va falloir qu'il joue un rassembleur. Pour qu'un pays soit un pays vivace, un pays vivant, un pays vrai, il faut nécessairement un rassembleur. Quelqu'un qui a c'est-à-dire que la vision de faire de ce pays un pays à ses populations, à ses citoyens. Malheureusement, la Libye n'existe plus. On n'a que des Libyes qui s'entre-déchirent entre elles. Et donc, nécessairement, un homme providentiel doit pouvoir donc rassembler tous les cœurs et dire, nous voulons notre Libye à nous. Et si toutes ces forces-là comprennent la vision que celui-là est en train de développer, je crois que le problème sera réglé. Et il ne s'agira donc pas d'envoyer encore un nouveau représentant donc, des Nations Unies, parce que les puissances continueront donc de piétiner tous les efforts qu'il va faire, parce qu'ils diront c'est nous qui l'avons mis là-bas, et l'autre aussi sera obligé de les écouter. Or, les puissances là ne gagnent rien à ce qui est une paix, à ce qui est une unité du peuple libyen. Il faudrait que donc les Libyens comprennent que nous avons besoin de nous mettre ensemble pour que nous puissions chasser du dehors les vautours là qui sont en train de piller le pays. Le plus triste quand même dans le cas de la Libye aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'elle est un peu abandonnée par les autres pays africains. L'Union africaine ne dit pas grand-chose dans ce qui se passe là-bas. Ben, qu'est-ce qu'elle peut dire? Qu'est-ce qu'elle a déjà pu dire? Parce que la crise avait commencé en Libye, elle n'a rien dit. L'Union africaine, finalement, on a l'impression que c'est une institution, une coquille vide qui ne s'applique pas véritablement lorsqu'il y a une crise. On a vu un peu la position qu'a adoptée l'Union africaine lorsque la crise avait débuté. Et aujourd'hui, les Libyens n'ont plus confiance en ces institutions africaines. Ils préfèrent peut-être mener la guerre sur place. Ils n'ont jamais eu confiance également. Kadhafi était l'un des meneurs de cette Union africaine. Là, il se faisait peut-être lui parce qu'il voulait en être le chef aussi. Oui, il a même été déjà président de cette organisation. Il a, sur chacune de ses sorties publiques, il n'arrêtait pas de présenter ce concept comme celui qui devait sauver l'Afrique. Mais malheureusement, cette Union africaine n'a rien apporté aux Libyens aujourd'hui. Et ça prouve à suffisance aussi l'incapacité des institutions africaines à régler des crises ou des problèmes qui sont créés dans certains pays. Il faut rappeler que le colonel Kadhafi était un panafricaniste par excellence. Il croyait en la possibilité, il croyait même en ce qu'il appelait, c'est lui qui a d'abord lancé la question de l'Union africaine, avant même que l'Europe ne crée son Union européenne. Il croyait en la possibilité d'avoir une Afrique unie avec un gouvernement central, des États fédéraux en fait. Et donc je pense que tout ça est parti aujourd'hui, mais les Libyens, en tout cas, tout dépendra de leur volonté et de leur vision pour la Libye. Si tant est qu'ils veulent vraiment que la Libye renoue avec la reconstruction, il faudra penser à trouver des solutions endogènes, mais des solutions aussi africaines ou encore une solution avec l'Union du Maghreb. Notre second sujet, nous parlons maintenant du coronavirus. On est dans la santé. 3 nouveaux pays africains qui sont désormais touchés. L'épidémie continue à se propager, notamment en Italie, où plus de 300 nouveaux cas ont été recensés. En Afrique, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc rejoignent la liste des pays touchés. La Tunisie a enregistré lundi un premier cas de coronavirus. La personne infectée est un quadragénaire tunisien arrivé par la mer d'Italie le 27 février. Il a commencé 2 jours après son arrivée à présenter des symptômes qui l'ont poussé à contacter les services d'urgence. Les tests effectués en laboratoire ont alors confirmé que sa forte fièvre était due au coronavirus et sa famille et les 250 passagers du bateau qu'il a pris ont été mis en quarantaine. Alors, le premier patient marocain également
provient de l'Italie, selon le ministère de la Santé. Il est placé en quarantaine dans un hôpital de Casablanca. Son état n'est pas inquiétant. Le Sénégal a également annoncé ce lundi son premier cas de nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Français marié et père de 2 enfants qui réside avec sa famille à Dakar depuis plus de 2 ans. Il avait séjourné donc dans l'Hexagone du 13 au 25 février à Nîmes et dans une station de ski à Rhône-Alpes avant de revenir au Sénégal. David, on le voit clairement, hein, j'allais dire la maladie voyage avec les voyageurs. Ça veut dire que c'est très difficile de contrôler la propagation. Oui, très difficile et c'est très très inquiétant. Ça commence véritablement par inquiéter. Tout est parti de la Chine. Après la Chine, c'est les pays asiatiques. Après, c'est l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Qui a une certaine inquiétude qui se dégage. Le constat... le premier constat qui est dégagé, c'est que les victimes ont séjourné en Europe ou en Italie ou en France, qui ont déjà recensé des cas d'infection. Et donc, c'est à leur retour maintenant que les symptômes se font voir. Donc, aujourd'hui, ça commence vraiment par prendre une ampleur quand même assez inquiétante. Et je pense que les gouvernements de chaque pays doivent véritablement se mettre dans une profonde réflexion pour essayer d'endiguer cette maladie qui n'a pas encore trouvé de produits ou de traitements. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, on parle de plusieurs milliers de morts depuis que la maladie était arrivée. En Italie, on parle de 300 personnes qui ont été déjà infectées. Ça, vous voyez un peu la conséquence. Quand ça arrive, ça commence pas à se propager. Et lorsque le cas n'est pas très vite détecté, vous imaginez un peu les conséquences. C'est parti du Maghreb, après c'est le Nigeria, on parle aujourd'hui du Sénégal, donc ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest n'est plus aussi en sécurité, ça commence à voyager d'une frontière à une autre. On ne souhaite pas que ce virus arrive au Togo, mais j'estime quand même qu'aujourd'hui il faut prendre les choses au sérieux pour éviter que ce virus fasse plus de dégâts qu'il n'a déjà fait. Et la question aujourd'hui est au centre de toutes les interrogations, même au sein des plus grandes puissances. On en parle tous les jours et ça commence vraiment à faire peur. Je pense que pour le moment, l'Afrique n'est pas encore totalement rentrée dedans et nous estimons véritablement que ça ne va pas se faire. Voilà, aujourd'hui, on a quand même la chance que ce virus n'est pas parti de l'Afrique, comme c'était le cas pour Ebola. On a vu un peu comment ça a été traité, le cas d'Ebola. Aujourd'hui, le virus est parti de la Chine, a commencé par voyager d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Il a conquis l'Europe, il est arrivé en Afrique. Est-ce que ça va continuer par dépasser les frontières sans que quelque chose ne soit véritablement fait? Mais ça pose en même temps la question, Marc Abofan, je posais la même question hier sur l'efficacité de ces contrôles qu'on dit avoir mis à nos postes frontières. On voit que ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Il faut dédramatiser. Il n'y a rien d'inquiétant dans le coronavirus. C'est une maladie qui, pour le moment, n'est même pas très létale. Quand vous prenez 300 000 cas, on a à peine 3 000 morts. Quand vous faites le pourcentage, ce n'est même pas 0,01%. C'est-à-dire que c'est vrai que à l'étape de la population chinoise qui fait plus d'1 milliard d'habitants, quand on dénombre, ça fait peur, mais si on extrapolait sur une population comme le Togo par exemple, ça ne fait même pas 2-3 décès pour les 7 millions que nous sommes. Et donc c'est pas une maladie létale. Deuxième chose à relever sur le coronavirus et qui est très importante, c'est une maladie pas dangereuse pour les jeunes et ceux qui sont en bonne santé. Tous ceux qui sont décédés de cette maladie pour le moment avaient soit plus de 70 ans, première chose, ou soit avaient des problèmes de poumons, donc de gros fumeurs. Le Chinois avait 35 ans, hein, celui qui a découvert le médecin. Il avait 35 ans. Il parle des chiffres généraux donnés par les médecins. Et ceux qui souffrent de problèmes de poumons déjà, c'est eux qui ont un plus gros risque. Et donc, a priori, quand vous êtes jeune, bien portant, vous avez moins de la cinquantaine, vous n'avez rien à craindre.
a priori, de ce virus. Maintenant, ce qui pose problème avec le virus, c'est sa période d'incubation, qui est de 15 jours. Donc, la personne contracte la maladie, elle peut rester avec vous et donc avoir le temps de vous le distribuer sans que vous ne sachiez véritablement que cette personne est malade. Et je pense que on pouvait bien s'y attendre, puisque la Chine est aujourd'hui le centre commercial du monde entier. Beaucoup de pays voyagent. Aujourd'hui, je ne pense même pas qu'en Europe, il y a de l'inquiétude. Parce que le virus est cerné, aujourd'hui, il y en a qui guérissent. Et ce que la Chine communique énormément, puisque aujourd'hui, même l'OMS même ne pense pas à déclarer le coronavirus comme une pandémie. C'est vrai. Mais le mot a été lâché, je pense, en semaine dernière. Oui, mais ça a été fait. Non. L'alarme a été sonnée. Le directeur de l'OMS, il n'a pas dit qu'on est à l'étape de pandémie, mais il a semblé dire qu'on tend. Oui, qu'on tend vers pandémie, parce qu'il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, le plateau de la courbe, en tout cas, du coronavirus est descendante. Il y a moins de nouvelles infections, beaucoup de cas qui sont en train d'être guéris. Et je pense qu'il n'y a pas lieu d'alarmer les gens. Parce que quand on dit, voilà, ça arrive, c'est vrai que Lagos, c'est pratiquement 20 millions d'habitants. Le Nigeria, même 110 millions. Le Sénégal, c'est 180 millions. Avec beaucoup d'échanges avec la sous-région. On peut aujourd'hui saluer le fait que, ne serait-ce que pour les marchandises, la frontière avec le Bénin est fermée. Il ne faut pas alarmer. Maintenant, la véritable question que pose le coronavirus, c'est les établissements de soins qu'on dispose et leur possibilité de mise en quarantaine. Est-ce qu'un pays comme le Togo, combien de personnes, en tout cas si il advenait par exemple qu'un vol ramène quelqu'un atteint de coronavirus, un vol qui a un minimum de 200-300 passagers, il faudrait par exemple mettre en quarantaine tout ce beau monde-là. Est-ce que nous disposons aujourd'hui des équipements nécessaires, de structures sanitaires à même d'aider dans cette lutte-là contre le coronavirus? Je pense que c'est ce travail-là que doivent faire nos autorités. Mais il faut dédramatiser. Il n'y a pas lieu de surinquiéter ou d'inquiéter la population. Le coronavirus est une maladie. Si on suppose, enfin, on espère qu'elle ne viendra pas, mais même si elle vient, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de cette maladie-là. Alors, vous pensez également qu'on est victime, Basile, d'une surcommunication sur la maladie? Non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas le même sang-froid que manifeste mon ami Marc. Parce que tel que la maladie a donc été présentée depuis son apparition, eh bien, les dégâts que cette maladie a causés en Chine, ce n'est pas parce que les Chinois sont nombreux que lorsqu'ils meurent nombreux... On a mis toute une ville en quarantaine, où il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien. Et donc, je crois qu'il faut prendre quand même l'affaire de coronavirus au sérieux. Parce que un mort, c'est un mort, vous voyez. Donc, il ne faut pas dire que c'est parce que certains sont nombreux qu'ils peuvent mourir en nombre. Je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'en termes de pourcentage, la létalité de la maladie est très moindre par rapport à Ebola, par exemple. Quand vous prenez une maladie comme Ebola, Ebola qui a décimé 60 Ebola 1000 personnes avait commencé sur aussi, des populations d'appel. comme ça. Et c'est en Afrique. Ebola a cerné et la RDC n'avait pas les moyens les moyens financiers aussi puissants que la Chine. C'est ça que la Chine a construit en 10 jours un grand hôpital. La RDC n'en avait pas. Mais je pense que c'est cette surpopulation de la Chine aussi qui a fait la propagation rapide de la maladie. Donc, si les Chinois n'étaient pas nombreux. Je crois que c'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Parce que c'est un mal don, comme on est en train de le dire. On n'a pas encore trouvé un médicament efficace pour pouvoir le guérir. Mais des gens guérissent. Il n'y a pas de chloroquine, etc. Est-ce que c'est vrai tout ça? La question continue d'être posée. Des gens, au-delà du chloroquine, il y a des gens qui guérissent. Donc, dès qu'on guérit, ça voudrait dire que c'est une maladie qui peut être soignée. Il faudrait aussi oublier. Parce qu'on parle beaucoup de maladies qu'on ne peut pas soigner parce qu'on n'a pas. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui guérissent. Avancer les
les produits qui leur ont permis d'être guéris. Vous savez, parfois, votre organisme peut rejeter un virus. Hein. Nous avons des organismes différents. Par centaines. Et sur la question, vous voyez un peu comment les autres pays nos organismes rejettent en le France, coronavirus, la question est arrivée à l'Assemblée nationale. La question du coronavirus est arrivée à l'Assemblée nationale. Le président de la République a été interpellé pour qu'il se prononce sur comment il compte protéger les Français. Et à l'Italie, aujourd'hui, les gens n'y vont plus. L'Italie, elle est vide aujourd'hui. Il y a plein d'annulations de grandes rencontres internationales annuelles, etc. Si ce n'était pas aussi dramatique, on n'allait pas jusqu'à annuler certains... Le salon de l'automobile, qui est l'un des plus prestigieux salons au monde, a été annulé. En Corée, au Japon. C'est des événements qui permettent la renconre des gens. Oui, justement, mais l'Italie, quand on dit l'Italie est vide, c'est comme si tous les millions de population de l'Italie ont fui. L'Italie est vide de ses touristes. Aujourd'hui, les touristes ne vont plus. Les gens n'y vont plus. En Chine, les gens n'y vont plus. À chaque fois qu'un pays est cité comme infecté par le coronavirus, voilà. Il faut véritablement dédramatiser parce que la question... beaucoup de pays, surtout en Afrique, ont été victimes de cette surcommunication-là autour du coronavirus. C'est vrai qu'il faut informer les populations, qu'il faut leur dire qu'il y a un danger en la demeure, mais il n'y a pas lieu. Parce que, enfin, quand vous écoutez beaucoup de personnes, et même des fois des spécialistes, qui sont très alarmistes sur la question, mais il est prouvé aujourd'hui, toutes les recherches, en tout cas, toutes les annonces officielles de l'OMS, très peu de jeunes en bonne santé sont décédés du coronavirus. Ceux qui sont décédés du coronavirus, pour la grande majorité, sont des personnes ayant dépassé 70 ans. Donc, et ça, c'est des faits à prendre en compte. Ceux qui étaient décédés à Wuhan, c'était des vieux. Et puis au-delà. Mais nous, on a vu des images des jeunes qui sont décédés. Non, moi, j'ai pas vu d'images de jeunes décédés. Et si aujourd'hui, des palais présidentiels prennent la mesure de ce problème et que c'est des présidents, des chefs d'État qui se prononcent sur cette question, c'est parce que c'est grave. Le SIDA n'a pas autant mobilisé les présidents. Quand c'est arrivé au Sénégal, c'était lundi, c'est Macky Sall qui a... Je pense que quand même, il faut pas minimiser. Si c'était pas aussi grave, si c'était pas aussi grave, la communication qui a été faite autour a été une communication de prévention. C'était une communication de prévention. Ça a été peut-être mal interprété. C'est une communication qui permettait de prévenir. De dire aux gens parce qu'aujourd'hui, sur ce plateau, lorsqu'on dira que quelqu'un, un de nos cadres a le coronavirus, je ne pense pas que l'émission finira. Ah ouais. Les gens tous dans le bus, les gens. Je ne veux pas dire sur le plateau qu'il y a quelqu'un qui présente des symptômes de coronavirus. Non, mais il faut aussi rappeler simplement, peut-être à nos compatriotes, à tous ceux qui nous suivent, que ce qui est important dans le cas du coronavirus, ce sont les mesures de précaution qu'il faut prendre. Et donc, ces mesures de précaution, donc l'hygiène minimum, se laver les mains, utiliser des gels, et puis utiliser des cache-nez et tout ça quand on est dans une zone à forte concentration de personnes. Parce que moi, le véritable risque aujourd'hui, c'est un virus qui a 15 jours d'incubation. Et donc, partout où on découvre les 1 cas, ça a pris 15 jours avant. Combien de personnes ont été infectées dans les entourages, personne ne sait. À la pause maintenant et on revient après le jour.